Il explique qu'il est préférable de conduire des études avec le plus large échantillon possible, d'exiger une reproductibilité des résultats par d'autres équipes, de pratiquer la randomisation. Moi, je suis d'accord avec tout ça, hein, mais bref, par contre, c'est quand même tout l'inverse de ce que Raoult a fait durant cette épidémie, et il est plutôt ironique qu'il en vienne à le citer comme un auteur qui lui donne raison. Je vous propose du coup une petite brève sur la Suède, sur le fameux El Famoso modèle suédois, qui est souvent cité comme un paradis par les conspicovide, appelons-les comme ça, donc en tout cas les plus farouches opposants, pour le dire à minima, au confinement, donc qui est cité par ces personnes pour ses prétendus excellents chiffres en termes épidémiologiques en l'absence de confinement. Et le pays scandinave est actuellement en crise. Pourquoi voulais-tu parler de la Suède, Dai ? Parce qu'on m'en parle tout le temps, et j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me dise parce qu'encore Florian Philippot avant-hier a fait un tweet, et puis le mec il a plein de monde qui le suit et qui le suit pour ça, a fait encore un tweet en disant c'est une honte. Justement on verra son tweet, la Suède ils confinent pas et tout se passe très bien. Donc Björn Eriksson, ça c'est des infos que j'ai vérifiées un peu partout, hein. Björn Eriksson, directeur des soins de santé pour la région de Stockholm, surtout Stockholm, on regardera les chiffres tout à l'heure, c'est la décatombe comme dirait l'autre. C'est qui ? On dira pas qui c'est l'autre. A déclaré mercredi que les unités de soins intensifs de la région étaient presque pleines de patients atteints de coronavirus, alors que pourtant c'est une des seules mesures qu'ils ont prises, c'était de renforcer les soins intensifs. Après, est-ce que tu renforces le personnel quand tu rajoutes un nombre de lits ? C'est une autre question. Ça ne ferme pas du jour au lendemain du personnel pour les soins intensifs. Et ont demandé des infirmières et du personnel hospitalier supplémentaire. Voilà, justement. La Suède a été la seule à poursuivre une stratégie de non-confinement au début de sa pandémie, se reposant plutôt sur une approche plus souple, qui reposait sur des mesures volontaires de distanciation sociale. Confinez-vous si vous voulez, mettez le masque si vous voulez. Alors, je crois qu'il y avait quand même certains lieux fermés où on demandait de mettre le masque, et encore. Non, parce qu'il y a eu récemment encore des officiels qui ont dit que le masque aidait la propagation du virus, alors qu'il y a plutôt un consensus contre à présent. Cependant, le pays a depuis enregistré 7200 décès liés au Covid au 8 décembre. Ah oui, parce que l'article, le post date un petit peu. Selon l'OMS, ce qui signifie qu'il a l'un des taux de mortalité par habitant les plus élevés au monde. On regardera des données un peu plus actualisées après. Anders Tegnell, justement, le fameux, l'épidémiologiste en chef qui est crédité comme étant l'architecte de la politique de non-verrouillage, avait prédit plus tôt cette année que la Suède serait sauvée d'une deuxième vague Covid en raison des niveaux élevés d'immunité de la population générale. Vous savez, la fameuse immunité de groupe qui était une stratégie, par exemple, préconisée par Boris Johnson au Royaume-Uni au début de la pandémie. Ils sont vite revenus dessus, pas la Suède. Mais a admis le mois dernier que le pays connaît une nouvelle flambée de cas. Tegnell a été fortement critiqué pour une politique qui a coïncidé avec un taux de mortalité plusieurs fois supérieur à celui des pays voisins, dont la Norvège, dont le Danemark, dont la Finlande. La Suède, alors c'est vrai qu'il y a un peu plus de densité de population, soyons précis, en Suède qu'en Norvège et en Finlande. Mais bon, si tu prends la mortalité de la Finlande et de la Norvège, tout le pays, hein, les deux pays confondus, t'as 3 fois plus de cas juste dans la ville de Stockholm. Donc bon, il y a peut-être des questions à se poser à un moment. La Suède a commencé progressivement à se retirer de sa position de non-verrouillage ces derniers mois, alors que le gouvernement lutte pour indiquer, c'est-à-dire même le roi a poussé un coup de gueule, quoi. Truc qui arrive à peu près jamais. En novembre, le gouvernement a interdit la vente d'alcool après 22 heures et a interdit les rassemblements publics de plus de 8 personnes. La semaine dernière, Stefan Löfven, le Premier ministre, a déclaré que les écoles secondaires ne fermeraient pour le reste du mandat, alors que en France, le secondaire c'est collège-lycée. Donc je crois, en tout cas ça reste ouvert, il y a juste la fac qui est en distancié. C'est vrai que c'est étonnant, du coup ils confinent pas, mais par contre on ferme les écoles. Pourquoi pas ? Tegnell a critiqué en août des pays, dont le Royaume-Uni, oui, parce qu'il avait dit les gens sont complètement fous dans les pays, c'est fou et idiot le confinement. Je crois, je vous dis ça de tête, fou ça c'est sûr, idiot je ne l'affirme pas, dont le Royaume-Uni et la Norvège pour avoir réintroduit des mesures de confinement, affirmant qu'il serait vraiment préjudiciable à la confiance de le faire. Article du Parisien, je vous partage tous les liens, je les mettrai dans la rediff si j'en fais une rediff évidemment. Covid-19, la situation est-elle vraiment meilleure ? Dans les pays souvent sans confinement, souvent pris en exemple par certains anti-confinements, la Suède s'en sortirait mieux que la France et sans confinement, comme on le disait tout à l'heure. Et donc le fameux modèle suédois qui est bel et bien enterré, d'après le Parisien. Article d'Aurélie Sipos. Avec Victor Alexandre, précisons tout. Elle est devenue la marotte de Florian Philippot et de nombreux anti-confinements, selon le président des Patriotes. La Suède ferait figure d'exemple dans sa gestion de la crise sanitaire, sans avoir mis en place de mesures coercitives. Donc c'est un tweet qui date du 24 janvier, hein. Évolution du nombre de morts, donc France plus 24%, Suède moins plus 24, Suède moins 23,4%, et on ose nous parler de reconfiner.
M'est avis que le reconfinement serait... Un reconfinement comme le premier me semblerait moins insupportable que le couvre-feu à 18h, quoi. Donc chiffre à l'appui, Florian Philippot affirme ainsi que le pays voit sa courbe de décès baisser ces dernières semaines. Évolution du nombre de morts Covid de la semaine écoulée par rapport à la précédente. Bah déjà, tu prends l'indicateur que tu as envie de prendre. Des chiffres qui ne témoignent pas de la réalité sanitaire dans le pays, qui a récemment connu un échec dans sa gestion de la crise. Donc oui, ils repartagent un autre article qu'ils avaient publié, qui ne parle pas exclusivement de la Suède, celui-là. De quels chiffres parle Florian Philippot? Le président du groupe Les Patriotes cite des données publiées chaque jour par le site lemonde.fr sur la situation sanitaire en France. Le bête commence à me saouler. Et à l'étranger, en cartes et en graphiques, elles sont actualisées chaque jour, selon le tableau mis à... Alors déjà, pourquoi prendre... Sur quoi s'appuie lemonde.fr? Faudrait regarder. Pourquoi prendre les données du monde.fr? Ça dépend s'ils reprennent... Des données plutôt officielles, plutôt validées, voire un croisement de données comme j'essaie de le faire avec la carte qui s'appuie sur la base du CDC, de l'OMS et d'autres organismes. L'évolution du nombre de morts de la Covid de la semaine écoulée par rapport à la précédente a bien reculé de 23,4% en Suède, comme l'avance Florian Philippot. Concernant la France, le chiffre est largement surestimé. L'évolution du nombre de décès n'est pas de 24 mais de 9% d'une semaine sur l'autre donc. Pourquoi les chiffres suédois sont-ils à relativiser? D'abord, pour mieux se rendre compte des dégâts de l'épidémie, il convient de s'intéresser aux morts rapportées à 1 million d'habitants. C'est un ratio un peu plus signifiant évidemment, surtout quand tu compares des pays qui ont des populations très différentes. Au 24 janvier, là, et avec des densités urbaines différentes, la mortalité quotidienne en Suède était estimée en moyenne à 9,7 décès pour 1 million d'habitants contre 6,2 en France. Au 17 janvier, elle était de 20,8 pour la Suède contre 5,4 en France. La situation est donc bien plus alarmante. Et donc là, vous voyez les graphiques en nombre de morts cumulés et par million d'habitants, non cumulés du coup. Par ailleurs, comme le rappelle le site d'analyse Our World in Data, les chiffres des décès en Suède sont à prendre avec des pincettes. Dans les données que nous présentons, les décès en Suède sont indiqués par les dates de décès, tandis que les décès dans d'autres pays sont indiqués par date de déclaration. Cela est important car il faut plusieurs jours pour que tous les décès d'un jour particulier soient signalés, indique le site. Oui, ça veut dire que tu peux avoir un delta, mais que ça se lisse à long terme, quoi. Pour que tous les décès d'un jour particulier soient signalés, donc le décompte des décès des 10 derniers jours en Suède doit toujours être interprété comme un décompte incomplet des décès survenus au cours de cette période. Un décalage désormais estimé à 2-3 semaines, selon Lonnie Besançon, chercheur à l'université de Monash, Melbourne, Australie, auparavant en chercheur à Linköping University en Suède. Les prévisions semblent montrer une diminution, mais ces chiffres-là ne sont pas fiables en tant que tels. Les chiffres des contaminations est à ce titre plus éclairants. Le pays possède l'un des taux d'incidence les plus importants en Europe, avec 785 cas pour 100 000 habitants sur 14 jours, selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies. Sur les 10 derniers jours, alors que la France et la Suède comptent respectivement 67 et 10 millions d'habitants, le nombre de cas recensés par jour en moyenne pour 1 million d'habitants dans la couronne était de 381 contre 293 en France. Mais beaucoup d'experts s'accordent à dire que les différences de densité entre les deux pays rendent difficiles les comparaisons. L'approche suédoise est vantée et comparée par avec la France, mais l'Île-de-France compte 12 millions d'habitants et la Suède, au total, c'est 10 millions d'habitants. Il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas comparer, comme le système de santé qui est différent, ou encore les normes socio-culturelles. Les différences sont à tous les niveaux. Les explications sont rarement monocausales, surtout dans ce genre de sujet. Rappelle Lonnie Besançon. Donc la situation, contrairement aux dispositifs imposés ailleurs en Europe, là, le Royaume nordique a bien mené une stratégie différente, basée principalement sur des recommandations sans confinement. Quant au masque, il n'a longtemps été recommandé nulle part dans l'espace public. Alors sur l'espace public, c'est plus discutable. Sur des lieux fermés, peut-être, oui. Après, oui, l'espace public, les transports en commun, ce genre de choses. Depuis le 7 janvier, par contre, c'est vrai que dans une rue, alors après, oui, une rue d'un centre-ville très très bondé, avec tout le monde qui tchatche partout, qui se balade en groupe de 3-4, il y a plus moyen que ce soit utile dans ce genre de rue. Mais par exemple, je sais pas, dans les rues de ma ville, on n'est pas au coude à coude, je mets pas de masque, je le mets une fois arrivé dans les commerces. Depuis le 7 janvier, il est officiellement recommandé dans les transports publics, mais seulement aux heures de pointe. Entre telle heure et telle heure, c'est l'heure du masque, du coup, c'est des situations un petit peu incohérentes, et surtout, même si ça peut se comprendre, puisque oui, il y a des heures d'affluence qui sont plus grandes, même si ça peut se comprendre, les gens ils se disent « Ah oui, donc le virus, il est efficace de telle heure à telle heure ». Bon, évidemment, c'est pas le cas, évidemment que c'est pour tourner les stratégies en ridicule, mais c'est vrai que ça sonne un peu ridicule dans l'esprit de la plupart des gens, le mien compris. Mais si la stratégie reste moins stricte que dans de nombreux pays, le Royaume a serré la vis depuis novembre. Contrairement à ce que laisse penser Florian Philippot, le pays n'est pas exempt de toute restriction, avec plusieurs séries de mesures restreignant notamment les tablés dans les restaurants ou basculant l'enseignement à distance dans les lycées.
C'est un gros raccourci de dire que tout est resté ouvert, alors que oui, nous, le lycée reste ouvert. Les lycéens ont fait de l'enseignement à distance, les bars trop petits pour accueillir du monde ont fermé également. Oui, comment tu veux espacer, retirer une table sur deux quand il n'y avait que 2 tables, c'est un peu compliqué. Face à la forte seconde vague dans le pays nordique, le Parlement a également voté la semaine dernière une loi de temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l'épidémie, permettant notamment de fermer les commerces pour la première fois. Oui, justement, il disait, oui, c'est anticonstitutionnel, c'est une restriction des libertés. Alors forcément, c'est toujours les mesures restrictives, c'est toujours c'est la liberté que ça va restreindre. Tu veux restreindre quoi? Quid de ses voisins? La Norvège, la Finlande, le Danemark ou l'Islande s'en sortent eux beaucoup mieux. Bon, l'Islande en plus ils sont insulaires, donc c'est un facteur encore un facteur différent qui joue en leur faveur, j'imagine. Mi-janvier, la Finlande, qui a connu un semi-confinement dès mars, pouvait ainsi se targuer avec la Grèce d'être le seul pays en zone orange avec moins de 150 cas confirmés pour 100 000 habitants et un taux de positivité inférieur à 4%. S'ils n'ont pas connu de confinement, taux de positivité c'est sur le nombre de tests du coup j'imagine. S'ils n'ont pas connu de confinement aussi strict qu'en France, ces pays sont très rapidement passés en télétravail. Ouais, ça c'est le truc aussi qui est absurde dans la stratégie en France, quoi. C'est ouais, ce serait bien de faire le télétravail pour ceux qui peuvent et qui veulent. Mais en fait, on fait aucune mesure par rapport à ça, les gens se débrouillent et en fait finalement ils font pas de télétravail. S'ils n'ont pas connu de confinement aussi strict qu'en France, ces pays donc sont très rapidement passés au télétravail et ont intégré les mesures telles que le port du masque ou l'obligation de quarantaine. Le Danemark a confiné quelques temps, la Finlande et la Norvège ont fermé les écoles, les voisins ont suivi les preuves scientifiques, ont pris des mesures de précaution, affirme le chercheur. Et donc oui, je voulais aussi vous partager le mea culpa du Premier ministre, hein, très récent, enfin relativement récent, un mea culpa donc du Premier ministre dont on parlait tout à l'heure, Stefan Löfven, qui a dit que le gouvernement aurait dû, je cite, prendre des mesures plus agressives, c'est le chef du gouvernement, hein, et réagir plus rapidement pour stopper la propagation de la pandémie et assume la pleine responsabilité quant à la stratégie initiale qui a conduit le pays à déplorer un nombre de morts disproportionné. Donc c'est les propos du Premier ministre suédois, donc les gens qui veulent vanter à ce point-là ce modèle, peut-être qu'ils devraient regarder comment ça se passe actuellement. C'est quelque chose qu'on pouvait éventuellement dire avec prudence il y a quelques mois, le modèle suédois, comme quelque chose de favorable. Là, ça me semble un petit peu plus compromis. Donc un article de Bloomberg que je vous partage ici, donc je vous ai traduit les premières lignes. Justement, je crois que c'est dans cet article aussi qu'ils expliquent que même le roi a poussé un coup de gueule sur le gouvernement et que et qui montrait quelque chose d'assez intéressant, c'est que là-bas, du coup, en fait, les responsables politiques sont aussi impopulaires qu'en France, alors qu'ils ont pris des mesures complètement opposées. En termes de popularité, est-ce qu'il y avait des bonnes décisions à prendre? En termes d'efficacité, vous connaissez ma position. En termes de popularité, je me la pose parce que les gens dans tous les pays... Il est pas content, là. Alors déjà, quand on regarde le nuage de points, entre guillemets, alors c'est marrant, en France, ils l'ont jamais fait, alors qu'on a beaucoup de morts, beaucoup de cas, et ils ont toujours fait des chiffres globaux, alors qu'ils le font ville par ville ailleurs, ou c'est peut-être parce qu'en France, le recensement des cas ne se fait pas de la même façon. Donc en Finlande, c'est pareil, ils ont mis un seul point, 655 morts, 43 000 cas. À noter que la Finlande, comme la Norvège, ont 5 millions d'habitants, alors que la Suède en a 10. Donc comparons ce qui est comparable toujours. Mais par exemple, si tu additionnes la Finlande et la Norvège, tu as quand même un nombre de cas qui est quand même largement inférieur, 550 en Norvège. Et on va regarder rien qu'à Stockholm, on est à 3600. Il y a plusieurs foyers épidémiques là-bas. Vraisemblablement, même si les deux plus gros, c'est Västra Götaland et Stockholm. Ah, Scan aussi, on est à plus de 1000 morts. Donc rien qu'une ville mêle à pâter à 2 pays. Donc j'imagine en bleu clair, c'est le nombre de cas. Et en bleu foncé, nouveau cas et moyenne sur 7 jours. D'accord, ok, c'est justement les 7 jours glissants. C'est quand même des milliers de contaminés par semaine, alors qu'avant novembre, ils en étaient... Voilà, quand ils en étaient à quelques centaines, on pouvait se poser la question. Quand on compare aux pays limitrophes, c'est un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, les quelques mesures qu'ils ont commencé à prendre... Alors, c'est pareil, est-ce que c'est l'unique facteur? Je ne pense pas. Mais ça semble heureusement se calmer pour eux, parce que par rapport aux autres pays, aux pays de toute la péninsule... scandinave. La semaine dernière, donc, on avait parlé de la Suède, la fameuse Suède, qui est souvent prise en exemple, et on avait observé le revirement des responsables politiques, des gens à la tête des pôles de décision scientifiques et médicales dans ce pays. Et il y a eu ce papier, justement, qui est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière que je voulais vous présenter, histoire de vous montrer aussi les contre-arguments qui existent pour pouvoir faire le tour de la question un peu plus sereinement. Donc une étude, enfin, qui se présente comme une étude, mais je crois que c'est
plus vraisemblablement un article de John Ioannidis, qui est professeur de médecine à Stanford, présenté comme épidémiologiste. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit son cœur d'expertise, étant donné que ses publications, surtout ses publications les plus vues, on y reviendra, ne traitent que rarement du sujet, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de compétences en la matière, évidemment. Avec ses co-auteurs, donc, dans ce papier, il compare les mesures d'intervention non pharmaceutiques, tout ce qui n'est pas médicamenteux, suivant qu'elles soient jugées moins restrictives, notées IRNPI, ou plus restrictive, notée MRNPI. Donc je vous partage bien sûr, c'est noté comme étant un article et non pas une étude, donc je pense qu'il est impropre de parler d'études en la matière. Ah, enfin on passe aux choses sérieuses, nous dit Pierre. Bah écoutez, oui, c'est un sujet qui revient assez souvent, donc ce serait dommage de ne pas en parler. Donc il est présenté par Raoult, bah, toujours le même, hein, Viens prendre ta chloroquine, comme étant une superstar de l'épidémiologie. Alors il a une façon de parler qui est très originale, hein, Raoult. Je suis le Mbappé de la virologie, c'est une superstar de l'épidémiologie, je suis une rockstar dans mon domaine. Alors quelle en est justement la raison? Déjà il a un très haut score SIGAPS de plus de 200, Ioannidis. Il fait justement il a fait par le passé pas mal de papiers avec lesquels je trouve qu'ils sont plutôt salutaires sur la méthode scientifique, sur le sérieux de certaines études qui étaient à remettre en question, sur la valeur de P. Et justement, c'est cet article qui a fait sa renommée en plus de son score SIGAPS. Parce que ça en fait un des auteurs les plus cités, même critère que s'appliquait Raoult. Est-ce que ça justifie l'expertise de quelqu'un? Alors lui, en l'occurrence, c'est pas que... Parce que Raoult, en fait, il met son nom sur énormément de publications. Alors je sais pas à quel degré il travaille dessus, hein, je ne me prononcerai pas sur ce point. En tout cas, ça paraît assez peu probable qu'il s'investisse sur des centaines d'études par an, vu que c'est à peu près son niveau de production en la matière, ou s'il appose sa signature sur des travaux, des fois qu'il ne fait que relire, plus ou moins partiellement, plus ou moins totalement, je ne sais pas. En l'occurrence, Ioannidis, c'est pas ça, c'est surtout un papier qui a fait sa renommée, qui a fait son nombre de citations, un article que je vais là aussi vous partager, Why Most Published Research Findings Are False, donc qui a été publié en 2005, août de 2005 en l'occurrence, et qui a fait son très grand nombre de citations. Là vous voyez 3926 citations en haut à droite, plus de 3 millions de vues. C'est là-dessus que ça soit à la fois l'expertise qu'on lui prête et la renommée qui est un fait. Après, est-ce que cet article sur la qualité des études, quelle que soit justement la qualité de ce papier sur les études, moi que je trouve plutôt bon sans m'être penché vraiment dans le détail, je crois que c'est surtout voilà, une réflexion sur la valeur de P, en quoi, à quel degré ça fait de lui le plus grand épidémiologiste du monde? Parce que justement ce papier, en l'occurrence, traite plus de statistiques que d'épidémiologie. Alors l'épidémiologie s'appuie bien sûr énormément sur les statistiques. Alors peut-être que c'est le plus grand épidémiologiste du monde, mais c'est pas sur la base de cet article et de son nombre de citations qu'on peut l'établir. Donc voilà, simplement pour faire un petit point, justement, qui plaira peut-être à bon Bill qui aime les questions de légitimité, mais d'où nous parlez-vous? D'ailleurs, dans cet article, celui que je viens de vous partager sur pourquoi la plupart des études sont fausses, il explique qu'il est préférable de conduire des études avec le plus large échantillon possible, d'exiger une reproductibilité des résultats par d'autres équipes, de pratiquer la randomisation. Moi, je suis d'accord avec tout ça, hein, mais bref, par contre, c'est quand même tout l'inverse de ce que Raoult a fait durant cette épidémie, et il est plutôt ironique qu'il en vienne à le citer comme un auteur qui lui donne raison. D'ailleurs, il a fait aussi un papier sur l'hydroxychloroquine, comme d'habitude. viens prendre ta chloroquine. Je vous le partage, et bah ça va pas tellement dans le sens de Raoult. Alors soyons honnêtes, c'est plus sur les formes graves, il me semble, c'est pareil, j'ai pas eu le temps de... Parce que là je vais vous partager tellement de liens, j'ai pas eu le temps de tout creuser à fond, il m'aurait fallu bien plus d'une semaine. Mais en l'occurrence, c'était voilà, une méta-analyse d'essais randomisés, et c'était surtout sur les cas graves. Bah, c'est surtout ce qui nous intéresse, alors que Raoult dit c'est sur les cas légers pris précocement. Quand bien même ce serait le cas, ce qui n'aurait pas vraiment beaucoup d'utilité, ce serait mieux que rien, mais même ça, on n'a pas réussi à le prouver. Mais en l'occurrence, bon voilà, le traitement à l'hydroxychloroquine, il va pas tellement dans le sens de Raoult là-dessus. Donc je trouve ça toujours assez original que Raoult cite comme référence pour appuyer ses propres propos des gens qui disent en fait l'inverse de ce que lui dit, et on préconise des méthodes qui lui sont tout à fait opposées. Revenons à cet article qui compare les pays. En gros, des mesures restrictives ou pas restrictives, c'est surtout le confinement qui considère comme des mesures restrictives, j'imagine le couvre-feu aussi. Et les pays qui sont comparés, donc c'est la Suède et la Corée du Sud pour les mesures estimées légères, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Iran, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis pour les pays qui auraient adopté des mesures jugées plus restrictives, donc comprendre par là le confinement. L'article juge du coup, si on saute directement... Conclusion.
Non! mais je vous invite évidemment à regarder les méthodes et justement on les commentera, juge le confinement peu efficace et donc peu justifiable. Alors je suis encore en train de décortiquer cet article et les autres que je vous ai présentés, donc s'il y a lieu de faire un addendum, je le ferai, évidemment, comme d'habitude, via un commentaire épinglé. Mais je m'étonne quand même, je me suis étonné déjà en première lecture des pays retenus pour son analyse. Donc dans ce papier sur le confinement, ce sont les pays les plus touchés parmi ceux qui ont confiné, qui ont été retenus. Si on prend par exemple des pays qui ont des mesures peu restrictives comme la Suède, pourquoi ne pas avoir intégré ses voisins qui, eux, ont eu des mesures plus restrictives? Je suis obligé de me répéter, mais c'est comme ça que c'est énoncé dans cet article. Comme on en a déjà parlé, par exemple la semaine dernière, le Danemark, la Norvège, la Finlande, ou plus loin, par exemple la Chine, qui était quand même l'épicentre de cette épidémie, qui a confiné de façon plus sévère, mais qui s'en sort finalement plutôt bien. Alors, avec bien sûr les réserves qu'on peut avoir sur la transparence de la Chine à ce sujet. Et j'entends souvent dire qu'il y a une surévaluation du nombre de cas. En Chine, on peut suspecter une sous-évaluation dans les déclarations. Principalement Hubei qui a morflé, mais bon, c'est normal, c'est quand même justement de là et de Wuhan précisément qu'est partie cette pandémie. Hong Kong en second lieu et le reste des provinces qui ont l'air plutôt épargnées. Au 26 janvier 2021 du coup, donc région par région. Parce que vous allez voir, c'est justement un des critères qui sont invoqués pour ne pas avoir retenu certains pays. Et, on n'a pas les données régionales, sous-nationales comme il le mentionne. Pourquoi aussi ne pas avoir comparé les États du Brésil qui confinent avec ceux qui ne confinent pas, puisque, comme vous le savez, le critère invoqué, donc c'est celui-là, je viens de vous le dire, et ici c'est disponible. Les écarts entre les régions qui ont confiné au Brésil et celles qui ne l'ont pas fait, en tout cas on a quand même les statistiques région par région, alors c'est pareil, dans quelle mesure ces statistiques sont exhaustives, parce que ça c'est pareil, c'est un papier qui ne prend pas en compte les différences de modalités de calcul, parce que le Brésil a été très critiqué justement pour sous-évaluer un peu certains cas, la Russie c'est pareil aussi, bon la Russie en l'occurrence n'y est pas. Donc sur le Brésil, vous avez des statistiques, là justement sur un site gouvernemental, alors bien sûr c'est en portugais, je ne parle pas portugais, mais les chiffres sont relativement similaires suivant les langues, et je vous en ai trouvé un autre, toujours sur les différentes régions au Brésil. Vous pouvez avoir un peu plus d'infos ici, sur cet autre lien, qui met un petit peu de temps à s'afficher, malheureusement. Merci à Bélial d'ailleurs, Bélial dont on parlait tout à l'heure, qui m'a aidé hier soir à préparer cette chronique, même si j'ai eu peu de temps pour la mettre en forme, et j'essaye d'improviser un petit peu ça. Alors ce lien-là met énormément de temps à charger, je vais le laisser charger un moment. Alors la mortalité par million d'habitants, c'était un critère dont on parlait la semaine dernière, c'est le critère qui est aussi retenu par Ioannidis dans ce papier. Donc c'est la région de Sao Paulo, en l'occurrence, pour le Brésil, qui s'en tire le mieux, région qui justement a confiné, puisqu'on avait vu qu'il y avait Bolsonaro qui était anti-confinement, qui est l'actuel président du Brésil. Et par contre, des gouverneurs, puisque je crois que le Brésil est plus ou moins une organisation fédérale, les gouverneurs de chaque région qui n'étaient pas forcément d'accord avec Bolsonaro et qui voulaient quand même confiner malgré les consignes qu'il avait données. Donc les différentes statistiques, est-ce qu'il y a toutes les régions d'ailleurs? Je me pose la question. Décès par million d'habitants, donc c'est ce qui est mesuré. Vous voyez, avec bien sûr par date. Par contre, il y a quelque chose que j'avais pas remarqué, c'est que les chiffres s'arrêtent assez rapidement. Ils s'arrêtent en fin mai dernier, donc du coup à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas fin mai dernier, ce qui correspond quand même à la date du confinement, du premier confinement chez nous, sous nos latitudes. Et avec évidemment les pays qui ont confiné à des moments différents, donc c'est pareil. Du coup, ça prend une seule date, ça prend pas des dates différentes pour chaque pays en fonction du moment où le confinement a été prononcé, a été ordonné. Ça, c'est un petit peu une des limites de l'étude, je trouve, hein, du papier, je trouve. C'est que justement, les pays ont confiné à des dates différentes. Il y avait l'Italie qui avait devancé la France, la Chine évidemment, la France qui avait devancé les États-Unis. Donc, mais par exemple, là, vous voyez, pour le Brésil, en marron, c'est quand même ceux qui ont le moins gros taux de mortalité par million d'habitants. Donc, je trouve que ça aurait été, là, on a des données sous-régionales, ça aurait été intéressant de les comparer. Avec les régions du Brésil qui ne se sont pas confinées. On avait notamment parlé de Manaus, qui était un village qui avait particulièrement morflé et qui nous permettait aussi de voir que la stratégie d'immunité collective ne fonctionnait pas, étant donné que 70% de la population a été contaminée par la première vague et ça n'avait pas empêché les recontaminations lors de la deuxième vague. Quoi d'autre? Dans les pays qui n'ont pas confiné, qui sont pris aussi comme base de cet article, à savoir, pour rappel, la Suède et la Corée du Sud. Alors déjà, on aurait peut-être pu en prendre d'autres. Et ces pays sont quand même à relativiser, c'est-à-dire des mesures
peu restrictives. La Suède, il faut savoir qu'elle a fermé la plupart de ses restaurants, de ses bars, de ses boîtes de nuit, et plus récemment de ses écoles. C'était quelque chose qu'on ne fait même pas en France. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas des mesures restrictives? Après, c'était pour des raisons légales et constitutionnelles qu'on ne pouvait pas prononcer de confinement là-bas, à ce que j'ai compris. Et par rapport à la Corée du Sud, est-ce qu'on peut dire que la Corée du Sud a adopté des mesures peu restrictives? Elle a systématisé le contact tracing, chose qu'on n'a jamais faite en France. S'il vous plaît, téléchargez notre... eux, il n'y a pas de s'il vous plaît. C'est contact tracing pour tous et vous n'avez pas le choix. Une quarantaine stricte en cas de suspicion Covid, sur simple suspicion. On vous mettait à l'écart pendant plusieurs semaines. Des mesures qu'on pourrait quand même considérer comme bien restrictives. Donc elles sont simplement différentes d'un confinement. Est-ce que ça en fait des mesures moins restrictives? Ce sont des mesures qui ont été, en tout cas, logiquement impactantes. Et du coup, est-ce que la comparaison a un sens? C'est la question que j'ai envie de vous poser, justement par rapport à la Suède qui ferme ses écoles. Je vous mets un petit article de Ouest France sur le sujet. Les lycées suédois vont fermer pour un mois, les cours seront dispensés à distance, annoncé jeudi le Premier ministre Stefan Löfven, dont on avait justement parlé la semaine dernière. J'essaierai de faire une grosse chronique avec les 2 épisodes, j'espère que ça ne sera pas trop long. Et donc je vous invite à lire in extenso, et lors de la première vague, les lycées avaient déjà été fermés mi-mars jusqu'à mi-juin. Donc c'est pas une absence de mesures, hein. Et c'est des mesures qui viennent justement à se renforcer de plus en plus. Donc, est-ce que l'exemple était vraiment pertinent? Je ne sais pas, je pose la question avec vous. D'ailleurs, Suède toujours, en l'absence de possibilités constitutionnelles, comme on le disait, de prononcer certaines mesures plus restrictives, une municipalité a même été jusqu'à répandre des fientes de poulet pour dissuader les étudiants de faire la fête dans les parcs. Et oui, j'ai vérifié 2 fois, cette information vient bien du Figaro et non du Gorafi. Alors après, moi je préfère quand on essaye de dissuader les gens plutôt que de les réprimer. Et alors après, est-ce que ça marcherait dans tous les pays? Ouest France, c'était un lien trop long. Bah écoutez, je trouvais ça tellement drôle que j'ai voulu le vérifier, et en tout cas l'information se recoupe ici sur France TV Info. La ville de Lund, en l'occurrence, déverse une tonne de fientes dans ses parcs pour décourager les fêtards. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Est-ce que vous êtes pour ou contre les fientes de poulet? Vous n'êtes pas obligé de vous prononcer, mais vous en avez le droit, c'est une radio libre, évidemment. Et je vous inviterai évidemment à la suite de mon laïus à réagir, si vous le souhaitez, comme d'habitude. Donc comme quoi, on sait inventif dans la dissuasion en Suède. Il est aussi suggéré donc dans le papier de Ioannidis que le confinement augmenterait les contaminations intrafamiliales. Donc je vais essayer de vous retrouver le passage dans l'article en question. Donc vous le voyez là, ce que je suis en train de mettre en surbrillance. Laborieusement. En d'autres termes, il est possible que les confinements puissent faciliter la transmission s'ils accroissent le contact de personne à personne là où la transmission est efficace, comme les espaces clos. Sauf que, même sans confinement, ce que je vais dire va sembler être une évidence, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été pris en compte. Les gens continueraient d'habiter avec leur famille, à moins justement de mettre toutes les personnes suspectées d'être infectées en quarantaine stricte, comme en Corée du Sud, comme on l'a mentionné juste avant. Ce n'est donc pas ici le confinement qui serait préjudiciable, mais bien l'absence de quarantaine. Ce détail évident est illustré, je trouve, de façon plutôt amusante par ce tweet du rationaliste que je vous partage. Là aussi, avant le confinement, les familles ne vivaient pas du tout ensemble dans la même maison. Vous pourriez vous absoudre de confinement si vous mettiez en quarantaine sur le moindre indice de contamination Covid, dans le doute, jusqu'à ce qu'on ait en tout cas des résultats des tests PCR négatifs, des scans des poumons, etc. Alors aussi, donc, je me posais la question à quel moment les mesures ont été effectuées. Rappelons qu'il existe un décalage que l'on estime environ 15 jours entre le moment où les confinements sont prononcés et celui où le nombre de cas décroît, qui sont principalement, pas uniquement, mais principalement dus à la période d'incubation. Donc on peut assister à une recrudescence de cas pendant les 2 premières semaines d'un confinement sans qu'il soit pertinent de lui attribuer. Dans ce papier, la période qui est étudiée, justement, comme je vous disais, correspond au premier confinement, c'est-à-dire à cheval sur mars-avril, mais ce dernier a débuté à des dates différentes, comme on le disait, suivant les pays. Alors, du coup, restons prudents, n'inversons pas cause et conséquences. On confine parce qu'il y a un pic épidémique. Il n'y a pas des pics épidémiques parce qu'on confine. Ou en tout cas, ce papier ne le démontre pas. Mais Didier Raoult va plus loin de ce que dit Ioannidis au micro de Berkoff à ce sujet-là, et donc je souhaitais le partager là encore et le soumettre à votre sagacité. Donc toujours Berkoff. Star mondiale de l'épidémiologie qui s'appelle... Donc la plus grande star mondiale. Ah, pas la superstar, j'ai mal cité Didier Raoult, pardonnez-moi. Ioannidis, qui vient de sortir un papier qui est à Stanford. Oui. Il a 200 de H-factor. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est quelque chose d'hallucinant. 200 de H-factor. Et donc, c'est le numéro 1 mondial. Et donc, il dit, c'est simple, ça ne sert à rien. Et dans les exemples qu'il a pris, il y a la France. Vous voulez dire, attendez, juste, la décision sociale, ça ne sert à rien.
Voilà, tous les contrôles sociaux qui ont été mis en place, aucun n'a fait la preuve de son efficacité. C'est-à-dire, non, pour être précis, confinement, ça ne fait pas la preuve de l'efficacité, le confinement. Aucunement. Fermeture des restaurants, des bars, etc. Aucune preuve que cette fermeture, aucune preuve. Non. D'accord. Donc, est-ce que... Alors, je ne vous laisse pas in extenso, c'était surtout ce passage que je voulais vous montrer, mais je voulais partager. Donc, fermer les bars et les restaurants, ça ne sert à rien. Ce papier le démontre en prenant comme exemple la Suède, qui a fermé ses bars et ses restaurants. Enfin, je sais pas, à quel moment... Alors, moi, j'ai dit une bêtise en parlant de Pointy-Gaps au lieu de H-Factor, donc... tout le monde se trompe, mais en l'occurrence, c'est quand même dommage que Didier Raoult n'ait pas vraisemblablement lu le papier qui est supposé lui donner raison. Concernant le confinement d'une manière générale, moi je n'émets pas de certitude non plus, hein, déjà parce que je n'en ai pas la légitimité, et que les gens qui en ont la légitimité et qui font un bon boulot, en fait, ne le font pas non plus. Et il est difficile d'émettre des certitudes tout court concernant l'effet de ces confinements sur les contaminations, parce que la récurrence de ces dernières peut également être impactée par d'autres mesures barrières, rendues obligatoires ou non, respectées ou non, hein, ça va dépendre des cultures, donc port du masque, désinfection des mains, respect du mètre de distance, etc. Il y aura d'autres exemples justement que je vais vous retrouver tout à l'heure dans un autre article. Et quoi qu'il en soit, d'autres épidémiologistes semblent ne pas partager l'opinion de Ioannidis, par exemple Dominique Costagliola, ici en France, malgré son nom qui fait plutôt transalpin, Grand Prix 2020, bon voilà, on va pas faire d'arguments d'autorité, et donc qui arrive à des conclusions plutôt différentes. Pareil, on va essayer de passer assez rapidement là-dessus, mais je vous mets le lien. C'est une épidémiologiste, donc voilà, pourquoi sa parole n'a pas plus de valeur que Ioannidis, mais c'est pour montrer qu'il n'y a clairement pas de consensus en la matière, il semble même y avoir un consensus opposé. Dans le cas d'une maladie infectieuse, les facteurs à considérer sont multiples et comprennent la distribution de l'âge de la population, la densité de population, le taux d'urbanisation, l'accès à des transports en commun et le besoin de les utiliser ou la fréquence de leurs utilisations. L'accès aux soins, le nombre ratio d'unités de soins intensifs, le ratio de personnel soignant par rapport à la population, à quel point le citoyen moyen est en bonne, mauvaise santé, etc. En particulier, la densité de population et l'utilisation intensive, c'est pour ça que les gens disent comparer la Suède et la France, est-ce que ça a vraiment un sens ? L'épidémie n'est pas arrivée au même moment, les mœurs ne sont pas les mêmes, la densité de population n'est pas la même. Et l'utilisation intensive de 10 millions de personnes distribuées de façon plus éparse en Suède et 70 millions en France, sur un territoire qui est à peu près comparable. Bien sûr, il y a la partie nord de la Suède qui est beaucoup moins peuplée que la côte sud, par exemple. En particulier, la densité de population et l'utilisation intensive de transports en commun ont été déterminés comme étant des facteurs déterminants de la transmission du virus de la Covid-19. L'influence de la densité de la population et la présence de hubs de transport est assez logique et intuitive. Plus un espace est densément peuplé, plus une personne infectée va rencontrer d'autres personnes en moyenne, et donc plus elle en infectera aussi. La présence et l'utilisation massive de transports en commun facilitent donc, elle aussi, la propagation du virus. D'autres facteurs, comme la taille des métropoles d'un pays, peut aussi affecter la transmission du virus. Donc, aussi, vous donne quelques sources si vous souhaitez approfondir ces questions. Parmi les articles cités, l'un détaille ne pas avoir trouvé, petite erreur là, participe passé s'il te plaît, de preuves que la densité de population soit liée au nombre de cas ou de décès. C'est un article c'était un argument qui était mis en avant par l'UPR, puisque l'UPR maintenant ne parle plus que de confinement et de chloroquine. C'est dommage pour eux. Mais explique avoir des preuves que la densité de la population affecte le timing de la propagation du virus. Les autres ont des données, et du coup le timing est très très important, parce que c'est ce qui va déterminer la saturation des services hospitaliers. Les autres ont des données et conclusions plus fortes sur l'importance de la densité de la population par rapport à la propagation de la Covid-19. Regarder à l'échelle de la densité de population d'un pays peut donner une idée, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Si on considère la Suède par exemple, elle est particulièrement vide dans le nord du pays, alors que le sud regroupe une grande majorité de la population. Les données de Our World in Data le confirment, le lien entre densité de population nationale et diffusion du virus n'est pas si évident que ça, c'est le graphique du taux de mortalité versus densité de la population, mais la densité de la population à l'échelle d'un pays est déjà un indicateur qui permet de fouiller plus. La densité de population des grandes villes, particulièrement riche en transports en commun aussi, par exemple, semble donner beaucoup d'indications sur la transmission du virus. La figure 2 semble montrer que le confinement a un effet. Du coup, tu parles sur quel papier, Iwa ? Alors oui, aussi des projections par rapport à la Covid assez étrange de Ioannidis que je voulais vous lire. C'est dans un autre article qu'il avait publié. If we assume that case fatality rate, et donc c'est dans Stat News. C'est un article qui date
de fin mars, du 17 mars, très précisément 2020, et donc qu'on pourrait traduire comme ceci. Si nous partons du principe que le taux de létalité des individus infectés par le SARS-CoV-2 est de 0,3% dans la population générale, une estimation à moyen terme issue de mon analyse du Diamond Princess, vous savez c'est ce bateau de croisière qui a été l'un des premiers foyers épidémiques en dehors de la Chine. La plupart des estimations d'ailleurs du taux de mortalité par infection est plutôt autour des 0,5% par rapport au Diamond Princess. Et donc je reprends la citation, et que 1% de la population américaine est infectée, à peu près 3,3 millions de personnes. Cela se traduirait par environ 10 000 morts. Cela sonne comme un gros chiffre, mais il se fait enterrer par l'estimation des décès causés par des maladies type influenza, donc la grippe, ne nous semblerait pas inhabituel cette année. Si nous n'avions pas su qu'il y avait un nouveau virus dehors et vérifié individuellement les tests PCR, le nombre total de décès dus à des états grippaux ne nous semblerait pas inhabituel cette année. Tout au plus aurions-nous pu noter que la grippe de cette saison semble légèrement pire que la moyenne. La couverture médiatique aurait été moindre que pour un match de NBA entre les deux équipes les plus oubliables du championnat. Conclusion qui est un peu particulière, mais du coup je vais garder. Donc ce sont les prévisions épidémiologiques que faisait Ioannidis le 17 mars 2020, alors que les premiers confinements datent... En tout cas, c'est la date précise du premier confinement en France que l'Italie et la Chine nous avaient déjà devancé de plusieurs semaines. Alors justement, comparons les chiffres de la Covid-19 aux États-Unis avec ceux de l'influenza pour la saison 2018-2019. Alors l'influenza, c'est 35,5 millions de cas, ce qui est vraiment beaucoup. 16,5 millions qui ont été consultés suite à leur maladie. 490 600 hospitalisations et 34 200 morts, chiffre du CDC, donc du CDC, Center for Disease Control, qui fait plutôt référence à StatNews. C'était trop long aussi. Celui-là, en tout cas, passe. Concernant la Covid, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de vous retrouver des chiffres qui s'arrêteraient au 31 décembre pour les États-Unis. J'ai que les chiffres depuis le début. Donc là, on est en février, début février. Il y a quand même 1 mois et 3 jours en plus. Du coup, il faudra les revoir légèrement à la baisse, puisqu'ils prennent tous les cas et tous les décès. Donc pour le Covid, on a moins de contaminés, c'est vrai. 26 millions de morts, 26 millions de morts, pas du tout, heureusement. 26 millions de cas recensés et 445 000 morts à ce jour. Donc la létalité n'a rien à voir, c'est 1,7% des cas détectés, bien qu'elle soit aggravée par la saturation des services hospitaliers, ce que visait justement à éviter ou à endiguer dans une certaine mesure le lockdown là-bas. Et donc là, j'utilise encore une fois la même map. Donc vous voyez Global Death, 446 403 morts pour les États-Unis. Il avait parlé de 10 000 morts. Hein. Et 26 millions de contaminés. Alors heureusement, on n'est pas à 1,6% de létalité sur le Covid quand tout se passe bien. Déjà au tout début, on ne connaissait rien de cette maladie, donc c'était plus compliqué. Et puis les contaminations, le pic épidémique a provoqué une saturation des services hospitaliers, pas seulement en France, pas seulement en Italie, pas seulement en Chine, pas tellement. En même temps, vous vous souvenez de la construction des hôpitaux à une vitesse hallucinante qu'ils avaient ordonnée là-bas. On a aussi une autre étude sur 11 pays, contrairement aux 10 pays de l'étude, alors c'est pas beaucoup plus, mais qui conclut différemment, elle. Alors, par honnêteté, je dois vous dire que j'ai pas encore eu le temps de la décortiquer, j'ai lu l'abstract et la conclusion. Et c'était dans Nature que je vous partage, là aussi. Donc des conclusions différentes sur la même problématique. Et un article sur Ioannidis aussi dans le Washington Post, là c'est pareil, j'ai pas eu le temps de creuser tellement la question, qui nous disait: parmi les épidémiologistes, un consensus existe à présent pour dire que c'est l'inaction et non la surréaction qui a favorisé la création de la pire crise de santé publique du siècle. Bon, c'est de l'opinion, mais en tout cas, sachez qu'il parmi les épidémiologistes, il y a des opinions qui sont différentes. Et donc voilà, c'était simplement pour remettre un petit peu en contexte. Donc vous allez entendre parler de ce papier de Ioannidis dans les jours, dans les semaines qui viendront, et vous aurez tous les éléments pour vous faire votre propre opinion de façon éclairée, de façon indépendante, de façon sourcée, et c'est quand même ce qu'on aime. J'ai Cyril et Pierre qui nous attendent au standard, qui vont nous rejoindre, puisque c'est une radio libre. Rappelons-le, salut à toi Cyril, salut à toi Pierre, vous pouvez tous vous démute. Oui, bonsoir Diamond et bonsoir à tous, bien sûr. Oui, j'étais intéressé parce que justement, cette semaine, moi j'ai vu une vidéo de Florian Philippot. Oui. Et voilà, qui en parlait de ce papier. Donc du coup, je suis allé voir. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc du coup, je suis allé voir. Je l'ai vraiment survolé. Ça m'intéressait. Pendant que tu en parlais, en fait, je regardais un petit peu les graphes un peu plus en détail. Je trouve que c'est vrai que moi je comprends pas très bien parce que il nous donne là les estimations sur les effets, les effets estimés sur le taux journalier. Mais en fait, ça varie dans la figure 3, là, ça varie entre 0 et moins 0,4, quoi, hein, parce que je vois pas. Je sais pas si tu parles de celui-là.
ou du suivant? Oui, celui Celui-là. dont on a parlé, là, le fameux qui, voilà, dont commence à même, ils en ont même parlé, Alors, là où il l'effet était estimé intervenu. sur growth, donc la croissance, le taux de croissance journalier. Voilà, c'est ça. Donc à Et sur la gauche, figure 3, on voit les. ça veut dire une baisse, et à droite, ce serait une augmentation, et le trait, ce serait 0, du coup, j'imagine, oui, c'est 0. Oui, voilà, c'est ça. Et je me dis, j'aimerais bien savoir si ça correspond, si ça représente beaucoup ou pas, parce que entre 0 et 0,4 d'effet, moi, tu vois, je me représente pas en fait ce que ça représente. Et est-ce que c'est important, pas important, mais Et c'est vrai puis, que la là, décrue du nombre de cas de mars peut être plurifactorielle. Par exemple, les défenseurs, là, en tout cas les défenseurs rationnels du confinement, ne vont pas te dire que c'est juste le confinement. Tu as une décrue du nombre de cas, de toute façon, plus on approchait de l'été, plus tu avais un nombre de cas qui était décroissant. Et d'ailleurs, on a déconfiné à partir de mai. Donc, oui, mais là, de toute façon, il prend tout en globalité. Je pense, il prend tout, quand il prend les effets, il prend sur toute la alors, période, je pense. il Non. soustrait les effets, enfin pour déterminer les effets des mesures plus sévères, il leur soustrait les effets qu'il a constatés sur, enfin le calcul est plus compliqué que ça, sur les pays qui ont eu des mesures moins restrictives. Le calcul est détaillé un peu plus haut, et il prend pas que ça en compte, mais j'essaie de vous le retrouver, voilà. Ah, c'est pour ça qu'il prend en figure 4, parce qu'on Non, c'est pas celui-là. on voit en figure 4, il prend les effets Ça. estimés sur le taux journalier, et après il prend les comparaisons, les deux pays de comparaison, Corée du Sud et Suède. Il a mis quel pays? Donc, Il a mis quel pays. c'est peut-être ça. Alors, en fait, il correspond, il Alors, compare avec les deux, là. c'est surtout qu'il y a plein d'autres facteurs qui n'ont pas été analysés, et du coup, en fait, ça. Déjà, comment estimer quels sont les pays qui ont des mesures plus sévères? C'est-à-dire que est-ce que le contact tracing et la quarantaine forcée, c'est plus ou moins des mesures plus ou moins restrictives que le confinement de la plupart de la population, qui avait juste besoin de se faire un papier chez nous, en tout cas pour sortir. Il n'y avait pas de couvre-feu à l'époque. Moi, je trouve par exemple le couvre-feu plus restrictif que le confinement. Enfin, déjà, il y a ça, et puis il y a tous les facteurs aussi qu'on a pris en compte. C'est pourquoi ces pays-là, c'est la première question que j'ai envie de poser. Le calcul est sûrement très bon en lui-même, hein, c'est pas ça qui est. De toute façon, Ioannidis, il sait faire des statistiques, c'est pas ça le problème. Ça n'a jamais été remis en question. Mais c'est sur justement les paramètres qu'il met dans son équation, quoi. C'est sur lesquels je m'interroge. Donc, distance sociale et fermeture des commerces, d'après lui, ça serait positif. En fait, ça augmenterait, puisque c'est à droite de la courbe, donc on serait on n'est pas très loin de zéro, mais enfin, ça serait positif. Ça veut dire que les distances sociales et la fermeture des commerces augmenteraient le taux de croissance. Alors, Et là, en pareil l'occurrence, pour c'est pour l'Espagne. la Corée du Sud, c'est que la distanciation sociale optionnelle serait signifiante et positive, alors une incidence positive, mais que la distanciation sociale obligatoire serait non signifiante et plutôt négative. Ça, il faudrait rentrer un petit peu dans le détail de pourquoi, oui. Et là aussi en Espagne, je vois en Espagne, pour Il y a la donc la quarantaine qui est mise fermeture des aussi. écoles, le travail à la maison Ah, la et quarantaine qui est jugée non signifiante et nulle. C'est un résultat assez étonnant, hein. donc c'est intéressant, moi je trouve. Hein. Et c'est pour ça quand j'ai vu ce papier, je me dis ouais putain, ça a l'air intéressant. Mais est-ce qu'il va y en avoir d'autres quoi? C'est ça qui serait intéressant de savoir s'il va y en avoir d'autres de papiers sur les. On n'a pas forcément les mêmes critères. Parce que, comme tu dis, ce serait intéressant d'avoir la même démarche, mais sur un seul pays ou plusieurs pays, mais comme genre par exemple Comparé, le Brésil, ouais, justement, la des pays qui ont région, eu, voilà, comme à l'intérieur l'Espagne, même du même l'Argentine. pays, du coup, qui ont eu des Voilà, politiques c'est ça. différentes, ouais. Mais et je vois, ils appellent ça NPIS, mais quand ils parlent de NPI, C'est pour des euh, mesures, en fait, des mesures non pharmaceutiques, quoi. ah, donc en fait c'est tout, c'est pas seulement le confinement, c'est toutes les mesures Oui, que tu peux prendre. oui, c'est pour ça qu'il le détaille mesure par mesure, le port du masque. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le port du masque dans cette figure? Il n'y a pas le port du masque pour la Suède et la Corée du Sud. Confinement, fermeture des écoles, home isolation, voyage. Il a dû le prendre en compte quelque part ailleurs. Enfin, là, ça paraîtrait Ou logique, alors peut-être mais. que lui il considère que justement le port du masque c'est médical, donc justement il Ah prendra oui, ça. c'est peut-être jugé du coup pharmaceutique, ouais. Même si c'est pas une substance que tu ingères ou que tu te fais injecter, oui peut-être. Oui, et puis parce que là Ouais, n'était pas j'ai la fait le question, là n'était pas la question de savoir si le port du masque est efficace ou pas. On a déjà une chier d'études, je vous renvoie à mes vidéos sur
sur Crève-Cœur notamment, où je mets un regroupement de toutes les études que j'ai trouvées à l'époque sur le sujet et qui statuaient en faveur du port du masque pour la Covid-19. L'article intégralement de Instant Critique est vraiment très intéressant en la matière. Est-ce qu'il parle d'ailleurs spécifiquement de ce papier? Je ne sais pas. Alors lui le répertorie en Ioannidis et al. Et le plus récent, plusieurs articles ont été publiés sur le sujet. L'article de Ioannidis et al. Est le plus récent, mais il présente uniquement des données sur 10 pays. Il propose en conclusion un potentiel manque d'effet de déconfinement. À l'inverse, l'article de Flaxman et al. Que je vous ai partagé aussi conclut sur l'efficacité des confinements. Une autre étude s'est intéressée à plus de 30 pays. Ah, la 9, attendez, celle-là a l'air très intéressante. Et du coup, j'ai pas eu du tout le temps de la lire. Je vous la mettrai. C'est vrai que c'est intéressant de voir les côtés négatifs aussi éventuellement, tu vois, des mesures. Et il nous dit là, il faudrait que ça soit pris en compte dans les. Mais il y a une très bonne vidéo d'Usul justement qui parlait des effets négatifs de ce confinement, mais qui justement avait un discours nuancé en disant mais bien sûr qu'il y a des impacts économiques, bien sûr qu'il y a des impacts psychologiques, et bien sûr qu'il faut les prendre en compte et faire quelque chose pour ça. Ça signifie pas pour autant ne pas confiner s'il y a besoin de confiner, mais ça veut dire qu'il faut prendre ces effets négatifs en compte. Et voilà, en tout cas, vous aurez de quoi faire, et justement, Instant Critique qui donne plusieurs références en la matière. Donc vous aurez non pas un papier, mais vous en aurez une multiplicité pour vous forger une opinion. Ah, Trotsky qui est au standard, il a peut-être une réaction. Je suis un gaillard sur Facebook qui s'appelle RVerify. J'ai mis le lien sur le Discord. Il fait des statistiques, il fait des petits tableaux assez sympas, c'est un peu long à lire. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'exiger une preuve scientifique des effets du confinement, c'est spécieux, parce que c'est pas C'est possible. compliqué à obtenir, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est avoir des approximations, etc. Des faisceaux d'indices, ouais. Et comparer des effets des pays proches, semblables, etc. Et il le fait avec la France, la Belgique, etc. Par rapport aux dates, c'est assez bien foutu. J'avais pas grand-chose de plus à dire, juste ce truc-là que je trouve assez intéressant et que je partage volontiers quand on me dit oui, mais il n'y a pas de preuve, machin. Bah oui, mais on peut pas exiger une preuve, c'est pas. Voilà. Des études observationnelles, rétrospectives, c'est vrai que je vois mal comment on pourrait mettre un modus operandi pour faire des études prospectives en la matière en disant bah tiens, vous allez pas confiner, on verra ce que ça donne chez vous. Et puis vous allez nous servir de groupe test, de groupe contrôle. Après voilà, le mec il décrit sa méthodologie et ça, et c'est assez propre. Est-ce que c'est moins restrictif? Tu connais quelqu'un qui a le Covid, bah on te fout en quarantaine. On n'a pas ça en France par exemple. Est-ce que c'est moins restrictif, plus restrictif? Est-ce que, voilà, il y a sûrement des adversaires du confinement qui seraient en faveur de ce genre de mesures, mais je sais qu'il y a beaucoup d'adversaires du confinement qui voudraient une absence de mesures, qui ne voudraient pas les masques, qui ne voudraient pas de quarantaine, qui ne font pas confiance aux tests PCR. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce que dit Ioannidis, mais nul doute que les personnes qui sont en faveur d'une absence de mesures citeront Ioannidis pour appuyer leur dire, et c'est encore une fois le problème. C'est que non seulement déjà on peut se poser des questions sur la pertinence de certains paramètres de cet article, mais en plus il ne va pas, enfin il est relativement prudent sur certains points, et les gens qui l'utilisent sont beaucoup moins prudents. C'est une radio libre, comme c'est marqué dans le titre. Je vous remets le lien si vous souhaitez participer et si vous souhaitez soutenir cette émission, vous aussi en rediffusion. En tout cas, merci d'avoir regardé cette chronique qui, j'espère, aura été compressée en quelque chose de pas trop long. Abonnez-vous à la chaîne et à mes autres chaînes. Et je vous dis à très vite, c'était Daimon.